La vie, elle nous offre en fait la possibilité de la conscience. Tout simplement, je dirais, il y a presque un pléonasme dedans, mais on peut la traverser un peu comme un zombie ou comme une personne effrayée qui va éventuellement s'étourdir dans le travail ou dans des substances ou dans des situations toxiques de la vie. Il y a plein de choses parce que un des trucs que je partage souvent, en bon français, j'ai dit go hack yourself, se hacker, ça veut dire se bidouiller. Il y a plein de petits trucs qui peuvent sembler artificiels au début, mais si on les applique sur soi, au bout d'un moment, ça va donner quelque chose. Et habituer le corps à non seulement jouer, mais de façon relâchée, relaxée, et encore une fois, avec cette respiration, change complètement l'état psychique. Si je vais prendre une métaphore, imagine que tu as grandi, et tu as vécu toute ta vie dans un tout petit village. Oui. D'accord ? Tu le connais bien, ce petit village. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque personne. Et puis un jour, un hélicoptère atterrit et t'emmène sur les montagnes là-haut, ou bien dans un autre pays, dans la forêt vierge, quelque part. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on va accueillir quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Jean-François Noubel. Jean-François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors Jean-François, on a parlé un tout petit peu bien sûr avant de commencer l'émission et tu me disais que tu avais pris le temps de voyager dans 40 pays. Tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené dans ce périple-là? Et juste avant, je voudrais dire, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr. Bon, ça reste toujours difficile, bien sûr, de se présenter. Je vais le faire de la façon la plus courte possible. Je me sens avant tout un terrien. Voilà, un habitant de cette petite planète, parmi d'autres habitants, et puis par lequel passe une conscience, et j'essaye de vivre cette conscience de la manière aussi investie, aussi profonde que possible. Finalement, tout se résume à ça, de vivre cette vie de la façon la plus intense possible. Et ça fait déjà beaucoup. Ouais, la plus consciente, j'aime bien. Ouais. C'est important la conscience. Et donc je te posais comme question, tu as pris le temps d'aller voyager dans une quarantaine de pays, puis après de faire une pause ou peut-être de maturer tout ça. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Les voyages en fait viennent de ce que je fais, de ce qu'on notamment pour. Il y a un petit clip qui a sauté. Voilà, ça fait partie du studio. Oui, donc. Les voyages viennent en fait du fait qu'on me demande de m'exprimer souvent, soit pour des conférences, soit pour accompagner des projets, soit pour enseigner dans des universités. Voilà, donc il y a plein de raisons qui ont fait que ça m'a amené un petit peu aux quatre coins du monde pour des projets passionnants. Certains autour de l'évolution de l'économie, par exemple, de la création de monnaie libre ou de technologie. D'autres pour enseigner dans des universités sur les questions de l'évolution de la conscience, l'évolution de l'intelligence. D'autres autour de projets d'intelligence collective. Enfin voilà, tout ce qui touche autour de mes projets de recherche. Et donc qui m'ont amené à voyager pour ça. Il y a quasiment pas de tourisme en tout cas dans l'histoire, même si bien sûr quand j'arrive dans un nouveau pays, je prends le temps de le découvrir, mais ça reste avant tout lié à ce que je fais. À ton activité. Ouais, à mon activité. Et si tu voulais... difficile de résumer un parcours, et encore moins quand il est pluridisciplinaire. Je dirais que tu as commencé par nous dire que développer de la conscience ou développer de l'intensité dans le moment présent ou de ce que l'on vit était essentiel pour toi, c'était la manière dont tu t'es présenté. Est-ce que il y aurait une approche, tu vois, si tu voulais gagner, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu comme si on voulait enseigner à nos enfants ou enseigner à d'autres personnes de
ce que la vie a de plus précieux à nous offrir. La vie, elle nous offre en fait la possibilité de la conscience. Tout simplement, je dirais, il y a presque un pléonasme dedans, mais on peut la traverser un peu comme un zombie ou comme une personne effrayée qui va éventuellement s'étourdir dans le travail ou dans des substances ou dans des situations toxiques de la vie, mais on les déteste, mais on les répète parce que finalement on les connaît. Donc il y a des mécanismes de peur qui peuvent nous y maintenir. Donc il y a plein de mécanismes finalement pour s'estourbir, pour se séparer de cette chose terrifiante qu'on peut appeler la liberté et qu'on peut appeler la profondeur abyssale de l'être, de l'existence. Parce que visiter cette profondeur nous confronte bien sûr aux peurs les plus fondamentales, les plus essentielles. On a peur de soi avant d'avoir peur des autres. On dit qu'on a peur des autres, on a peur du monde, mais on a peur en fait de soi dans cette aventure du monde. On a peur de soi dans cette aventure de soi. Et je comprends, je veux dire, j'ai pas de jugement, j'ai juste fait, pour des raisons qui peuvent rester mystérieuses, ce choix d'affronter ces peurs-là et d'aller aussi loin que possible. Voilà, ça me met ni au-dessus ni en dessous des autres, ni différent ni le même. J'aime bien aussi sortir de ces comparaisons. Et la vie a fait qu'on me demande souvent de partager ces expériences-là. Voilà. Donc, si j'ai à parler à une personne plus jeune que moi, ou peu importe, j'ai forcément toujours envie d'inviter cette personne à ce voyage-là. Voilà, il se trouve là, ici, présent, maintenant. On n'a pas besoin d'argent pour ça, on n'a pas besoin de choses extraordinaires. Bon, la santé, ça aide, mais la santé, ça se travaille aussi. Bien sûr, statistiquement, on peut faire tout ce qu'on peut et puis avoir aussi des problèmes de santé. Mais voilà, ça aide beaucoup quand même. Bien sûr, bien sûr. Entretenir sa santé, c'est pas seulement un truc de vieux. Absolument. Et est-ce que tu aurais envie de nous proposer une expérience, peu importe qu'on la fasse là maintenant, mais tu vois, de proposer une expérience que chacun pourrait faire pour développer cette conscience, soit du moment présent, soit de son soi profond, tu vois. Il y a plein de choses, parce que un des trucs que je partage souvent, en bon français, j'ai dit « go hack yourself », se hacker, ça veut dire se bidouiller. Il y a plein de petits trucs qui peuvent sembler artificiels au début, mais si on les applique sur soi, au bout d'un moment, ça va donner quelque chose. Il y en a un, par exemple, que je peux partager là maintenant, que tu me vois faire depuis le début. Tu me connais, voilà. Cette longue respiration. Avant d'engager la parole. Je l'entends quand on entre dans une conversation, pas pour passe-moi-le-sel ou pour sortir une vanne, évidemment, mais... Merci pour le sel. Voilà, cette longue respiration. Alors, elle va faire quoi, cette longue respiration ? Déjà, elle va m'amener à désactiver le pilote automatique. Parce que forcément, si je parle vite, comme ça active mes processus cognitifs, je parle de façon automatique sur ce que je sais. Donc ça m'empêche d'aller visiter d'autres possibles, et même de les laisser venir. On parle souvent d'inspiration. Je veux dire que même les gens très matérialistes vont utiliser ce mot pour qualifier cette expérience où on a l'impression que quelque chose nous vient d'ailleurs. D'un ailleurs, en tout cas, de cet espace cognitif immédiat, habituel. Voilà. Après, cela vient-il d'ailleurs, géographiquement, ça reste un débat. Mais en tout cas, cette inspiration, étonnant qu'on ait le même mot pour inspirer est quelque chose qui nous vient, forcément. Donc il y a un lien physiologique connu depuis la nuit des temps qui a produit ce mot, pas par hasard. Donc ça désactive le pilote automatique. Ça permet d'inviter une méditation. La méditation, ça ne veut pas dire passer 3 heures à immobile en tailleur ou en lotus. La méditation, on peut la pratiquer à tout moment, dans le métro, quand on marche dans la rue, quand on se brosse les dents. Il s'agit d'une posture, en fait. Voilà. Donc cette respiration, elle favorise aussi ça. Et puis elle a cette fonction physiologique, bien entendu, de relâcher le corps. Si tu me dis quelque chose de désagréable, ou bien on a cette espèce de conversation automatique, ou voilà, le chit-chat habituel, etc. Cette respiration va décontracter mon corps et faire que je vais aussi accueillir, je vais désactiver les mécanismes de défense
Hein, si je te vois comme un danger, j'ai quand même des choses qui se contractent. Au fond, moi, ça vient de la nuit des temps. C'est ça. Ça vient d'il y a longtemps. Alors, ça se voit pas, je vais pas mettre les mains comme ça après me battre, mais il y a des micromuscles là qui se contractent, ou dans la nuque, ou dans le visage, chacun sa configuration. Mais cette respiration va me permettre de bien relâcher tout ça. Et donc d'opérer une action purement physiologique, de relaxation, et qui va changer évidemment mon état psychologique. Et puis ensuite il y a la fonction, ça je l'ai vu après coup, l'impact social que ça a, l'impact relationnel. Eh bien une personne qui se met à respirer, ça fait que je ne parle qu'avec la permission des autres, en fait. En me mettant à respirer, souvent une personne va me poser une question dans une réunion, dans un groupe, donc je commence à respirer. Et puis entre-temps, il y en a 3 qui ont pris la parole. Bon, ça veut dire que les amis, vous n'aviez pas besoin de moi. Donc je peux continuer à respirer, je peux continuer à penser, je peux continuer à méditer. Et puis peut-être que le moment où vraiment il y aura besoin de ma parole, parce qu'on me la demande vraiment, pas par une question rhétorique, j'aurai eu le temps de réfléchir, de me poser, d'aller au fond de moi, d'écouter ce qui se passe, d'avoir une observation un peu plus méta de ce qui se passe, et de dire peut-être un truc pas trop stupide. Et donc, ça fait qu'il y a une qualité d'engagement avec soi et avec les autres. Et si on le fait, si on l'installe, si ça devient une chose naturelle, eh bien, il y a vraiment un shift de conscience, j'en reviens à ta question initiale, extrêmement important qui s'opère. On devient tellement plus présent à soi-même. Et cette respiration, on n'a pas qu'à la mettre dans la conversation. Dans tous les événements de ma vie qui arrivent, un truc qui peut me contraindre, j'ai raté un train, j'arrive pas à produire ce que je voulais aujourd'hui, je me raidis, eh bien, j'installe cette respiration. Et en fait, ça devient un véritable yoga également, mais installé dans les choses les plus simples de la vie. Voilà ce que je peux... Merci pour ça. Et j'avais envie aussi de te poser une question sur une anecdote. Parce que souvent, une anecdote, c'est plus parlant pour beaucoup de gens. Enfin, soit je peux faire vivre une expérience, mais là, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est pas toujours simple de vivre une expérience à travers celle que tu nous fais vivre. Donc, des fois, l'anecdote va permettre d'avoir un autre champ lexical ou sémantique qui me permettra d'aller trouver un autre parfum, une autre, tu vois, un autre moyen de solliciter notre esprit autrement. Et si tu avais une anecdote associée à cette expérience-là, mais d'autres expériences de la conscience, de l'intensité, peut-être même quelque chose de drôle qui t'est arrivé. Enfin, tu vois, des fois, comme tu disais, je prends conscience des fois en faisant quelque chose de l'effet qui se coule que ça a, tu vois. Okay. Eh bien, j'imagine qu'il y a plein d'expériences comme ça que tu pourrais partager. Est-ce que tu en as une qui te vient à l'esprit, d'une anecdote Écoute, à la fois, il y en a tellement, mais en même temps, ça me fait sécher. Tu me mets comme face à un menu dans un restaurant chinois. C'est ça. Il y en a tellement que tu ne sais plus quoi choisir. Il faut que tu m'aides un peu. Ok. Ouais. Alors, peut-être une expérience... parce que moi, j'en ai qui me viennent avec toi, tu vois. D'accord. Mais je me rappelle d'exercices qu'on faisait ensemble aux Oquiers. Ouais. D'accord. Et... dans lequel on avait installé un tatami, tu vois, le temps du travail du corps préalable à la pensée et le jeu. Tu vois, moi j'aime beaucoup le jeu, donc c'est quelque chose que j'ai gardé, que je continue à faire depuis tout le temps. Et le corps, c'est quelque chose qui fait partie de mes enseignements. Et j'avais trouvé intéressant que de le mettre comme prérequis, presque, tu vois. On commence par ça, quoi qu'il arrive. Voilà. Oui, effectivement, on a fait connaissance il y a déjà pas mal d'années, dans un de mes séminaires d'ailleurs, et puis on a eu l'occasion d'en faire plusieurs ensemble, et de faire plein de choses ensemble. Et oui, je faisais vraiment jouer les gens, et je continue d'ailleurs de le faire quand je donne aussi des cours, effectivement, le corps, oui, reste la condition première. La façon dont je vais agencer mon corps, dont je vais l'ouvrir,
la mobilité, la plasticité que je vais lui donner. Je me sers pour ça aussi justement beaucoup des arts martiaux parce qu'on interagit avec quelqu'un. Il ne s'agit pas de... Moi, je ne fabrique pas des gens qui vont aller se battre dans la rue. Mais les arts martiaux nous font jouer avec des forces, et puis des forces parfois très, très confrontantes. Bon. Et donc, développer cette plasticité et ce souffle, y compris donc, dans des situations tendues, justement. Les arts martiaux, ça nous met aussi dans des situations comme ça. Et habituer le corps à non seulement jouer, mais de façon relâchée, relaxée, et encore une fois, avec cette respiration, change complètement l'état psychique dans lequel on existe. Et donc, ma fenêtre sur le monde a déjà changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais peut-être avoir une parole différente, peut-être plus juste, moins agressive, moins tendue, ou moins stressée. Que cette parole, elle va aussi justement se diffuser dans un groupe avec lequel j'interagis. Et donc ce calme-là va aussi se ressentir. Et la parole qui va émerger de ce groupe va aussi peut-être évoluer simplement grâce à ça. Pas dans une bataille d'arguments, mais simplement dans quelque chose de postural. Voilà. J'accorde beaucoup d'importance justement à la posture, ça veut dire d'où je parle, d'où j'agis, à partir de quel endroit. Et ça, justement, à propos d'anecdotes, là hier, je participais à une conférence à HEC sur l'intelligence collective. Et moi, j'avais conclu avec... voilà, on avait parlé toute la soirée d'intelligence, intelligence individuelle ou intelligence collective, et de rappeler qu'il manque une dimension à tout ça. Si on ne parle que d'intelligence, Rabelais disait, voilà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, on pourrait le traduire par intelligence sans conscience n'est que ruine de l'âme. En fait, la conscience me donne le point de départ d'où mon intelligence va agir. En fait, elle fait même le contenant de l'intelligence. Je peux avoir une très grande intelligence, mais dans une conscience extrêmement étriquée. Je peux avoir une très grande intelligence dans un corps complètement stressé, pétri de traumatismes que je n'ai pas traités, et que je traite d'autant moins que justement mon corps reste complètement figé dans ces souffrances intérieures qui deviennent des marqueurs totalement bloquants. Voilà. Donc, ouvrir cette fenêtre de conscience va complètement transformer ma façon de penser, l'activité de ma pensée, et ensuite la façon d'engager, la façon d'innover, la façon de résoudre un problème, et tout revient encore, une fois de plus. Voilà. Oui, je crois que le corps est le parent pauvre, l'oublié, si tu veux, pour moi de l'affaire. On est dans une... Et pas qu'en France, hein, et les gens aiment bien me dire toujours, ah non, mais pas qu'en France. Comme toi, j'ai eu la chance de travailler ou de vivre dans beaucoup de pays, donc j'ai fait le compte, plus de 43, parce que j'ai eu une partie de mon activité qui était de voyager, et à quel point, si tu veux, on est étriqué dans notre mode de pensée parce que le corps n'est pas présent. Et ça m'a vraiment marqué. Puis maintenant, bien sûr, avec ce qu'on fait avec les chevaux, tu vois bien à quel point, si le corps n'est pas présent, il ne se passe rien avec le cheval, mais quand je dis rien, et que c'en est risible pour les gens, de même que voilà, dans la réponse devient immédiate de respirer à nouveau. Donc je voulais aussi poursuivre sur ces expériences que tu nous proposes. Il y a une autre anecdote ou une autre expérience dont je me rappelle, parce que on travaillait bien sûr nous autour d'un jeu, le jeu du Tao notamment, mais pas que, et on était beaucoup dans cette idée de la conscience. C'était aussi à l'époque d'Eckhart Tolle. Il y avait un mouvement sur le moment présent qui était assez fort, qui se développait dans le monde, mais il y avait aussi quelque chose qui était cette notion d'architecture invisible, qui pour moi, je l'ai découvert avec toi. Autant l'intelligence collective, j'en avais déjà entendu parler, j'avais peut-être pas tous les principes, mais j'avais déjà lu la sociocratie. Par contre, tu vois, pour moi, ça c'est resté marqué, gravé à ma vie, et je m'en sers dans tout ce que je fais. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai conscience de toutes les architectures invisibles, mais peut-être, est-ce que tu pourrais les définir un peu mieux? Est-ce que tu pourrais donner des exemples ou des situations dans lesquelles ça saute aux yeux, quoi? Oui, bien sûr, volontiers. Alors,
architectures invisibles, pour déjà bien commencer, commençons par l'architecture visible. Voilà. L'architecture visible, on fait de l'architecture, par exemple, voilà, nous nous trouvons dans cette pièce-là. Tu as choisi un environnement plutôt propice pour le dialogue, la convivialité. Il y a déjà de l'architecture, pour le coup, visible. Si on met des élèves dans une salle de classe, on voit très bien que si on les met en rond, je veux dire en cercle, à se voir les uns les autres et à interagir, versus format salle de classe, tout le monde face à l'enseignant ou l'enseignante qui a l'autorité, il ne va pas du tout se passer les mêmes choses. Donc il n'y a pas la même architecture, j'entends dans la disposition des personnes dans la pièce, qui va déterminer les rapports interpersonnels qui vont se jouer. Y a-t-il une autorité centrale? Les personnes se voient-elles partiellement, totalement, ou pas du tout, très mal, etc. La pièce, comment on la décore, comment on l'agence, et on voit très bien qu'un même groupe, selon qu'on va l'agencer en cercle, en sous-groupe, séparé, ou bien sur une très longue table, où finalement on peut parler qu'à son voisin et pas aux autres, ou bien format salle de classe ou conférence, etc., ce même groupe, il ne va pas se passer les mêmes choses. Il ne va pas décider les mêmes choses, et s'il se met vraiment à vivre longtemps dans cet espace, il va même construire des visions du monde différentes, parce que les règles du jeu imposées par l'architecture ont changé. Enfin, elles déterminent des rapports interpersonnels, des codes d'interaction, etc. Bon. L'architecture, ça sert à ça, finalement. On fait des hôpitaux pour soigner les gens, on fait des restaurants pour manger, on fait des maisons pour habiter, on fait des usines pour produire. Et on peut manger dans un hôpital, on peut jouer au foot dans sa maison, mais ça va moins bien se passer, quoi. Voilà, donc les architectures, ça sert à ça. Les architectures invisibles, eh bien justement, on ne les voit pas, mais elles opèrent de la même façon. Donc, par exemple, les codes sociaux. Comment on se dit bonjour, comment on mange, comment on s'habille, ça nous vient de la nuit des temps. Il y a 1000 feuilles d'histoire et de raisons qu'on a pour la plupart oubliées, mais qui déterminent très largement la façon qu'on va avoir de penser, de construire nos sociétés, d'interagir, à la fois au fond de soi et avec les autres. Alors, il y en a qui semblent plus difficiles à comprendre, mais pourtant tellement importantes. Prenons la langue, là nous parlons français. Eh bien, la langue pense pour nous. Chaque langue a des grammaires différentes, a un bagage de mots qui cartographie aussi la réalité de manière différente, et donc fait émerger aussi des pensées différentes. Et on pourra développer, si tu veux, là-dessus. Donc, on a l'impression de penser de façon autonome, mais en fait, les langues que nous parlons pensent très largement. Elles nous conduisent. Elles nous conduisent. Pareil pour les monnaies. On utilise un seul type de monnaie aujourd'hui, qu'on appelle l'argent, que techniquement en économie on appelle ça une monnaie rare. Donc il y a une rareté inhérente à l'argent, non pas dans sa quantité, mais dans sa loi de distribution, le fait que ça se condense dans les mains de quelques-uns. Donc la plupart des gens en manquent. Eh bien, ça crée des hiérarchies sociales. Donc on voit comment ça structure la société par des lois de distribution de l'argent. Et donc ça crée des mécanismes d'allégeance de certains à d'autres. On va travailler on travaille pour gagner sa vie, etc. Donc par des besoins, évidemment tout à fait fondamentaux. Et ça détermine jusqu'à des visions du monde de dire, faut gagner sa vie, par exemple. Voilà une expression extrêmement violente, utilisée tout à fait couramment. La notion du devoir, du no pain, no gain, le temps c'est de l'argent, enfin toute une vision du monde, de dire aussi, il y a de la rareté partout, donc il faut se battre pour aller gagner cet argent. Donc ça va favoriser non seulement des hiérarchies sociales, mais des sociétés patriarcales. Et on voit comment une simple règle du jeu, d'une unité de compte, qui l'émet, comment elle circule, etc., va déterminer complètement la société qui va en émerger. Et là on parle d'architectures invisibles. On peut vraiment voir ça comme de l'ADN social. Voilà. Alors j'ai fait un petit tour très simple, bien sûr. Pour moi, il y a le langage est la première architecture invisible que j'avais compris, mais si tu veux, je n'avais pas vu toutes les autres architectures. J'ai toujours été impressionné à quel point, quand on est adolescent, on parle. Tu vois, les adolescents, ça parle beaucoup.
J'en ai eu 5, donc... Ou pas. Non, mais, ou pas, mais en fait, il y a une sorte d'envie d'exprimer, tu vois, alors peu importe que ce soit avec le langage, on pourrait préciser qu'il y a d'autres langages artistiques, par exemple, qui permettent de s'exprimer, mais cette expression est nécessaire pour l'évolution. Et pour la transformation de ce que c'est qu'être adolescent avant d'être adulte. Et pour moi, il y a énormément d'architectures invisibles qui sont utilisées dans nos systèmes pour éduquer, malgré nous, on va dire, parce que non pensé, non réfléchi, nos enfants. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la pédagogie. Tu vois, comment j'enseigne ou comment j'ai envie d'enseigner pour que faire apparaître soit des architectures dont je pense qu'elles peuvent être déterminantes, soit pour gommer certaines qui me paraissent être plus dangereuses ou pernicieuses, on va appeler ça tout simplement. D'accord, puisqu'elles peuvent conduire à la pensée, donc ça laisse entendre des choses qui ne sont pas justes. Et notamment, quel langage je vais utiliser. Tu vois, donc, est-ce que c'est utile d'utiliser que 500 mots, tu vois, pour faciliter le langage de tout le monde. Mais est-ce que j'appauvris pas mon propos? Tu vois, il y a ces questions qu'on peut se poser sur parler avec moins de mots pour être compréhensible de tous, et parler avec des mots qui sont plus précis et qui disent autre chose. D'accord? Ou, je ne sais pas, oser la poésie. On pourra en parler, d'accord. Et je voulais revenir sur ce que tu disais là, sur... Il y a bien d'autres architectures dont tu n'as pas évoqué, mais on pourra en parler des heures. Je voulais aussi que tu en as parlé un tout petit peu au début, c'est un peu pour faire le champ, un peu plus large, sur l'évolution. Tu vois, l'évolution de conscience, les évolutions de l'humanité au fond. Okay. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Souvent, lorsqu'on met le mot évolution, les gens pensent évolution biologique. Ça fait partie ça fait partie du programme, mais ça n'enlève qu'une petite partie. Voilà. Effectivement, on peut refaire en fait une histoire assez simple de l'univers en 2 minutes. Mais de voir que l'univers a commencé dans ce qu'on appelle la physiosphère, donc le monde physique, raison pour laquelle le mot physique étudie des objets physiques non vivants, donc les atomes, toutes les particules, et puis la naissance donc, du cosmos, les étoiles, les planètes, et puis sur notre petite planète, les montagnes, les océans, etc. Donc en fait, le monde matériel qui, en se combinant, se complexifie petit à petit. Et à force de se complexifier, va commencer à créer un passage un peu flou entre l'inerte et le vivant, avec des molécules qui deviennent complexes et de plus en plus complexes, jusqu'à faire les premiers virus, les premières bactéries. Et là, on entre dans la biosphère, et constituée, encore une fois, toujours de combinaisons, comme des Legos, de briques, qui elles-mêmes forment de nouvelles briques qui se combinent, qui elles-mêmes forment des nouvelles briques qui se combinent. Donc voilà, on a proton, électron, neutron pour commencer là simplement, et puis ça fait des atomes qui se combinent, qui font des molécules simples, qui se combinent, qui font des molécules complexes, qui se combinent, qui vont faire des prokaryotes, qui vont faire des eucaryotes, qui vont faire des êtres monocellulaires, qui eux-mêmes se combinent, vont commencer à faire des êtres spécialisés et des débuts d'organes, qui vont faire ensuite des organismes vivants, comme un arbre, ou toi, ou moi, ou une souris, ou un chat, et puis qui se combinent et commencent à faire des sociétés, etc. Et ces sociétés aussi, ça, on va voir après. Et donc, on voit qu'on démarre de la physiosphère, le monde physique, qui évolue par effet combinatoire, qui crée la biosphère, le monde de la biologie, avec des nouvelles lois émergentes. Les lois de la gravité s'appliquent pour une pierre, s'appliquent aussi pour un chien, sauf que le chien peut peut-être monter en même temps une pente, ce que ne fera pas la pierre. D'accord ? Et puis, justement, par combinaison et par mécanisme évolutionnaire, on va passer de la biosphère à la noosphère, voilà, avec des sociétés là, qui se mettent à entrer dans l'espace symbolique de la représentation, et pas simplement les humains. Il y a beaucoup d'espèces animales, à partir du moment où elles ont un langage, qu'elles éduquent leurs petits, elles n'obéissent plus simplement aux lois de la biologie, mais il y a des lois qui transcendent la biologie et qui vont construire le sens, et notamment une façon d'investir le temps. Le langage, il me permet d'investir le temps, il me permet de parler de quelque chose qui n'a pas forcément lieu là, dans nos stimuli, ici et maintenant. Voilà, et donc ce que font beaucoup d'espèces animales, les cétacés, les
mammifères, les oiseaux, etc. Et puis, cette biosphère se complexifiant, créant des sociétés de plus en plus complexes, en particulier la société humaine, on entre aussi dans une théosphère, théos au sens du divin, en tout cas l'expérience vraiment de la conscience qui se connaît elle-même, qui se rencontre elle-même dans son passage incarné. Voilà. Et qui là aussi se met à piloter la culture, qui elle-même se met à piloter le biologique, qui lui-même se pilote la matière. Et ça va dans les deux sens, parce que la matière te pilote, le biologique te pilote, la culture te pilote, et bien entendu la conscience te pilote. Voilà, il y a cette relation dynamique, complexe, entre ces différents niveaux de complexité. Alors sur l'évolution, on voit qu'il y a une temporalité d'évolution, et que l'évolution, le temps, produit des collectifs de plus en plus complexes. Déjà des collectifs de cellules et de bactéries qui font ton corps, et il y a plus de complexité dans un corps humain que dans un escargot, d'accord ? Sans jugement de valeur. Bon. Il y a plus de complexité dans nos sociétés d'aujourd'hui qu'il y a 50 000 ans. Et certainement plus de complexité dans une société humaine aujourd'hui que dans une société de rats ou de dauphins. Et encore une fois, sans jugement de valeur. Je fais bien la différence entre la complexité et la conscience. Oui, bien sûr. Voilà, ça fait quoi d'exister en tant que baleine ? J'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire, il y a quelque chose d'inaccessible en tant que tel. Voilà. Ou qu'on peut aller retrouver, mais par d'autres lois. Voilà, sur cette évolution. Alors, travaillant moi-même bien sûr sur le sujet, je vois qu'il y a une flèche de l'évolution qui conduit toujours vers, déjà, matériellement parlant, dans l'observation, plus de complexité pour soi et pour les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et ça m'intéresse énormément de voir que lorsque la conscience évolue, son incarnation, sa forme physique, évolue dans sa complexité. Si notre espèce, ou ce qui lui succède, continue à étendre sa conscience, son champ de conscience, il y aura forcément plus de complexité dans ce qu'il apportera, ce qu'il la représentera, en société humaine ou ce qui lui succédera dans l'évolution. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très bien. Très bien. La deuxième partie de ma question associée à l'évolution, ça serait, s'il y a complexité, même si la complexité c'est un ensemble d'éléments simples, je veux dire, comment arriver à garder une conscience de l'humain, du tout, de la tautologie, plutôt que, tu vois, presque de la complexité comme étant un élément premier. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, la présence à soi. Pour moi, par exemple, cette pratique de la respiration me donne le temps d'une intelligence pour partie analytique, qui a besoin de son propre temps, mais pour partie non analytique. Une intelligence qui semble opérer d'elle-même. Je ne sais même pas si elle m'appartient, je ne sais même pas si elle se passe simplement là. Il se passe certainement des activités neuronales qu'on peut mesurer, mais finalement, personne ne peut jurer que ça ne se passe que là. Et que ça le produit. Peut-être ça le processe, mais personne ne peut jurer que le cerveau produit ces choses-là. Il les processe, ça oui. Voilà, ça on le sait, d'accord. Il y a une corrélation. Donc, cette complexité et ce sens de l'unité du monde, pas simplement planétaire, mais de la réalité en tant que telle, et ce flux de conscience qui nous traverse, qui pour moi, dans mon expérience en fait, relève de la chose première. Je ne pense pas que la matière produise la conscience, je pense que la conscience produit la matière. Voilà, je ne suis pas parti, tu l'as compris, des matérialistes. Et bien ça, voilà, tu y accèdes déjà par effectivement une pratique de l'expérience directe, que tu peux appuyer par des rituels, que tu peux appuyer par l'usage de psychotropes aussi, très, très utile à notre époque, et j'espère qu'on va libérer aussi cet accès à ça, qu'on arrêtera de voir ça de confondre ça avec les drogues. Voilà, tous les antéogènes, les psychédéliques, psychotropes, il y a plein de mots pour en parler, et auxquels tu peux aussi accéder avec la technologie. Je veux dire, on a des outils de gestion de la complexité. J'ai aujourd'hui, avec Internet,
un ordinateur ou un smartphone, de l'IA éventuellement maintenant, et ça va devenir de plus en plus important, la possibilité d'agréger du tout qui va me parler à moi, qui va m'informer de la façon dont j'ai besoin de m'informer et me permettre de devenir un être agissant et cohérent dans des très grands collectifs, autres que ma petite tribu en perception sensorielle immédiate. Là aussi, on parle de connexion justement au grand tout, d'une autre façon. Et pour moi, tout doit aller ensemble. Ça veut dire qu'il y a autant la pratique psychique de ce corps biologique que la connaissance et l'investissement aussi de l'espace digital qui nous constitue. Il ne faut pas confondre évidemment ce que nous apportent ces milliardaires qui veulent évidemment tout contrôler, donc qui prônent un technofascisme avec la technologie elle-même. La technologie elle-même, si on l'utilise bien, si on devient pas simplement des utilisateurs passifs, mais des acteurs et des actrices de cette technologie, conscients et conscientes, ça peut devenir aussi des outils de levier d'évolution et de reliance au tout absolument extraordinaires. Moi, je sais par exemple que je me sers d'Internet beaucoup plus comme un espace de synchronicité que simplement de la recherche. Voilà, je sais pas si je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu as développé toi aussi là-dessus, ton expérience. Si on revient sur cette vision, tu vois, pour moi, on est déjà dans une traversée là, tu vois. Alors la traversée de l'humanité ou la traversée de l'évolution de l'humanité, mais il y a aussi peut-être cette traversée de la conscience. Là, si on parle là en ce moment, on est à la fois dans la conscience de cet être qui parle, qui je suis, et déjà savoir qui parle quand je parle, bon, c'est pas toujours simple, d'accord, ok. Et la deuxième chose, c'est la conscience que tes propos développent ou fait écho dans la mienne, tu vois. Et si on était si on voulait un peu vulgariser ça, pas simplifier dans le sens simpliste du terme, mais faciliter la compréhension, est-ce que tu aurais une métaphore? Est-ce que tu vois, tu as quelque chose qui aide à comprendre, ou une anecdote, des fois une situation, c'est pour ça que je dis j'aime bien les anecdotes, parce que des fois nos situations concrètes nous permettent de dire, en fait c'est un peu comme une comparaison, aide souvent les gens à voir je me suis aperçu qu'en fait quand on est que conceptuel, en fait ça marche très bien quand on se comprend. Mais quand on se comprend pas, on croit qu'on a compris, mais on sait pas bien ce qu'on a compris. Et on a besoin de cette expérience, de la raccrocher. Un peu comme la conscience du spirituel, sans l'épiphanie, est un concept. Et c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, waouh, j'ai une révélation, j'ai enfin vécu, je sais pas, pour certains, c'est le contact avec leurs animaux. Pour d'autres, c'est le contact avec l'amour. Pour d'autres, ça va être la rencontre avec du végétal. Enfin, j'en sais rien. Ou des baleines. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre d'expériences extraordinaires avec des baleines. Voilà, et d'être transformé physiologiquement. C'est le chant des baleines, quand tu es à côté, c'est un truc de grand malade. Donc, voilà. Est-ce que tu as une expérience ou une anecdote ou une métaphore qui nous aide à exprimer aussi ce champ de la conscience, tu vois? Quand on parle donc de l'expansion. Ouais, quand on parle de l'expansion de conscience, quand on parle de l'évolution de la conscience, quand on parle de ça, de être conscient d'être en conscience, je sais pas comment dire autrement, tu vois? J'en discutais il y a quelques jours lors d'une conférence que je donnais à l'Institut Métapsychique International, dont je fais partie, qui fait de la recherche scientifique sur la parapsychologie. Et une personne me posait exactement un peu la même question. Si je devais prendre une métaphore, imagine que tu as vécu, tu as grandi et tu as vécu toute ta vie dans un tout petit village. Oui. D'accord ? Tu le connais bien, ce petit village. Tu connais chaque pierre, tu connais chaque personne. Et puis un jour, un hélicoptère atterrit et t'emmène sur les montagnes là-haut, ou bien dans un autre pays, dans la forêt vierge, quelque part. Tu auras vécu un trip, littéralement. Alors que tu le fasses par une substance ou que tu ailles voyager, géographiquement, tu vis un trip. Voilà.
Et là, tu vis quelque chose de direct. Vraiment, tu t'en prends plein les yeux, plein le corps, plein la tête, plein le souffle, plein les poumons, totalement. Donc là, tu as ces moments d'épiphanie. Puis tu reviens dans ton village. Bon. Le moment où tu reviens, il y a quelque chose de très vif qui t'habite encore. Puis le temps faisant, ça va devenir un souvenir plutôt. Ça va s'éloigner. S'estomper. Cependant, il y a quand même quelque chose qui reste à jamais. Et que tu vas certainement vouloir reproduire. Sauf qu'il n'y a plus cet hélicoptère là, qui t'a pris un peu comme ça par hasard. Maintenant, il va falloir que tu retrouves ça, mais par ton propre chemin. Et bien ces montagnes là-bas, il va vraiment falloir que tu les gravir. Voilà. Ce bateau, cet avion, pour aller dans ce pays, il va vraiment falloir que tu l'empruntes et que tu trouves en tout cas la voie ou le chemin pour y aller. Et ça donne cette différence, je trouve intéressante, qu'on a en anglais entre state et stage. Hein. Donc state, un état passager, et qu'on peut avoir à tout moment, par les accidents de la vie, une personne décède, ou toi tu as un accident grave, où tu prends effectivement un psychotrope, où tu te mets à méditer, et tu en fais vraiment une pratique, et tu vas avoir comme ça des moments épiphaniques, directs. Tu ne trouveras jamais les mots pour les dire justement, tu diras aux gens, les mots ne suffisent pas pour le dire, mais la personne sentira que tu as vraiment vécu quelque chose de fort. Donc tu as vécu un état passager, mais très important. Et puis ensuite, aller habiter cet état. Ça veut dire que là, tu installes par ton chemin, par tes pratiques, tu te mets à habiter maintenant, à vivre dans ce vaste monde. Tu ne vis plus simplement dans ce petit village. Maintenant, tu habites ce vaste monde. Voilà un peu la métaphore. Je ne sais pas si... me plaît bien. Ok. Voilà. Tu vois, tout de suite, ça m'a refait voyager. Ça m'a rappelé les premières fois où j'étais dans le désert. Et où j'ai eu l'impression de revivre cette conscience au tout, d'être à la fois ce grain de sable dans la multitude et d'être la dune, tu vois, d'être le grain de sable et en même temps le tout et la partie. Le tout et l'infiniment petit de la partie, tu vois, comme le système du fractal, quoi. Ouais. Et donc cette compréhension de nous, et j'ai eu accès à ce moment-là très particulier à une sensation d'être en contact avec chacune de mes cellules, comme si le grain de sable que j'avais dans mes doigts me donnait accès à l'ensemble de mes cellules. Tu vois, c'est difficilement descriptible. C'est ça. Mais ça m'a fait écho à ça, tu vois, la première fois. Et puis, bien sûr, ça a développé, dans les jours qui ont suivi, un changement d'état de conscience de ce que je venais vivre là. Pas seulement ce que je vivais là, mais peut-être la fonction, tu vois, pourquoi ? Qu'est-ce que j'avais à travailler, qu'est-ce que j'avais à vivre, okay ? Alors que je venais aller méditer, un peu me découvrir et marcher, parce qu'on était aussi en itinérance. Ça semblait assez basique, d'accord ? Et l'expérience était tout autre. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui me fait écho quand tu exprimes ce décalage. Si on poursuit dans cette idée-là, pour moi, de cheminer dans la conscience ou dans... Il y a un élément dont tu as parlé, aussi c'est l'intensité. Tu vois, c'est déplacer ce curseur. Alors, le curseur, on pourrait le déplacer par les psychotropes, on peut le déplacer par avoir vécu des états de grâce, d'accord, ok, ou des épiphanies, des révélations, et aussi par tant d'autres choses, ou d'autres possibilités, on va dire. Toi, tu vis ça comment, l'intensité ? Intensivement. Merci. Alors, question suivante. Écoute, je vais te redire la même chose, par le corps. Dans cette forme incarnée, dans un éros. Parce que dans le fait de respirer, il y a aussi quelque chose d'extrêmement érotique. Ça veut dire voilà, de tactile, de sensoriel, et qui rend chaque expérience déjà présente à elle-même, et puis qui à la fois peut porter le feu, quelque chose d'insupportable,
parce que, voilà, je veux dire, vivre, ça nous amène dans les extrêmes. C'est-à-dire le feu qui nous crame jusqu'au fond de l'âme, et l'extase qui nous emmène vraiment au 7e ciel, quoi. Et tout ça, ça peut cohabiter en plus. C'est-à-dire que tu peux vivre à la fois vraiment dans des états tout à fait superposés, une situation absolument dramatique, vraiment terrible, la perte d'un être cher, une dépression, et en même temps, il y a l'observateur en toi qui sait que tout va bien, et qui a cet état extatique. Voilà un peu ce qui me vient. Comment tu le dirais avec tes mots ? Moi, je dirais que l'intensité, c'est comme une charge. Tu vois ? C'est-à-dire, l'intensité, c'est de la densité chez moi, comment je la vis. Ouais. Et cette densité, elle vient souvent de la... Elle vient très souvent, j'essaie de regarder dans mes souvenirs, dans mes situations vécues, de la plénitude d'être en conscience de ce que à l'intérieur je vis. Je dis souvent que j'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire que celle que j'ai vécue ou celle que je vis. Et ce qui m'a autorisé souvent à dire, même si c'est pas très agréable pour les gens qui sont proches de moi, que je pourrais m'arrêter là et que c'est ok. Et qui me disent mais oui, je comprends, moi non plus j'ai pas envie que ça s'arrête avec vous. Mais il y a ce calme ou cette sérénité intérieure associée au fait que j'ai envie d'accomplir d'autres choses, mais que ce que j'ai déjà vécu est déjà assez extraordinaire, parce que l'intensité, cette densité, cette présence à soi ou au monde a été extraordinaire. Et donc dans cette notion d'intensité, c'est cette notion de cette lumière sans être ébloui. C'est cette notion d'une densité incroyable dans un vide profond. Tu vois, c'est cette notion de l'écho, comme si j'étais, je sais pas, dans le Grand Canyon, mais que c'est à l'intérieur de moi. Voilà comment je dirais. Je dirais aussi, c'est comme, là, je sais pas pourquoi, je pense à une couleur, tu vois, comme si j'étais dans un tableau de Delacroix, tu vois, et j'étais dedans, tu vois, j'étais le tableau. Tu vois, il y a quelque chose qui s'exprime avec toute sa magnificence, tu vois. J'ai l'impression d'être la trompette de Jéricho, tu vois, pas d'entendre. Tu vois. Et quand je te disais ça par rapport aux baleines tout à l'heure, c'est quand le premier baleineau que j'ai entendu, j'étais à 5 mètres au-dessus de lui, et que chacune de mes cellules s'est mis à vibrer comme si j'étais un orgue, et que ça venait pas de moi, ça venait de ce baleineau, et que tu te laisses faire, tu vois, et tu es dans une sorte d'excitation, de changement de dimension, de connexion à un autre monde, et tout en étant la première réflexion qu'on s'est fait avec Sylvie, et qui était accrochée à moi de peur, et en même temps, je pense qu'il y avait aussi il y avait quand même de l'excitation. C'était notre fils, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un jeune ado qui commençait à muer, et donc, c'était pas tout. Et donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est Adrien, tu vois, tu vois. Et donc, il y avait quelque chose, donc à la fois, t'as ce truc, waouh! Et puis en même temps, une sorte de réalité juste à côté qui est plus concrète et plus, et qui te rappelle que dans ce fils ou ces enfants ou cette vie que tu as autour de toi, il y a cette intensité, cette incommensurable, ce grain de sable tautologique, je sais pas comment dire, tu vois, qui te donne accès à tout. Voilà, c'est comme ça que je vis cette intensité. Et souvent la joie, ça produit de la joie chez moi, pas de la joie extatique, souvent. Alors même si parfois ça peut m'enthousiasmer, tu vois, me mettre dans un état de fébrilité. Waouh, de sentir que tout ça, mais au fond d'une profonde sérénité en même temps, tu vois, c'est très bas. Si on parlait c'est une respiration par le périnée, quoi, c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas,
Et ça revient à ta définition numéro 1. Là, t'étais rien. Là, t'es ancré, là, tu vis. Là, enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. Ouais, merci de ton partage, vraiment. Et tu peux me dire aussi, pour toi, je veux dire, pour moi, ça me met aussi dans un état de tendresse avec les êtres, avec moi-même aussi. Enfin, il y a un état, il a pas quelque chose de dirigé. C'est d'un état vraiment psychique de tendresse et qui me rend absolument incapable de faire du mal à d'autres êtres. C'est ça. Voilà, ce qui fait que je les mange pas, j'en fais pas des chaussures, des ceintures, tout ce qu'on leur inflige aujourd'hui à tous ces êtres. Et avec cet arbitraire, tu vois, on peut avoir l'admiration pour un petit baleineau, mais on l'a pas pour un cochon dans un élevage intensif, ou même dans la ferme, qu'on a tendance à romantiser aussi beaucoup, mais qui va de toute façon finir à peu près de la même façon. Voilà. Il y aura peut-être une vie un peu moins minable, mais... Peut-être que la mort sera pourrait être un peu moins. Voilà, bon. Mais voilà, que faire de cette tendresse, et comment aussi la rendre incarnée par une façon d'exister. Comment ça se joue pour toi? Alors je trouve que c'est toujours... je trouve qu'on vit dans une société de paradoxes, si tu veux, et que c'est juste fondamental d'être aligné ou d'être intègre vis-à-vis de ses idées ou de ses pensées, et que le rapport qu'on a à la nourriture, le rapport qu'on a à l'autre, et on pourrait dire tout ce qui est autre que l'humain, okay? Et encore, on pourrait même rajouter qu'il y a une différence dans les humains, d'accord, okay? Mais c'est notre rapport à ces croyances dont on parlait, à ces architectures invisibles, d'accord, okay? Et que plus tu expérimentes ce rapport multidimensionnel, je ne peux pas dire autrement, dans le sens qu'il y a un dialogue non verbal qui s'exprime entre les animaux et nous, entre le végétal et tout ce qui existe, parce que c'est pour moi eux qui sont les premiers, d'accord. Après on pourra mettre les montagnes, d'accord. Mais je dirais dans ce vivant plus complexe, comparable à nous, sociétalement développé, qui, tu vois, quand un arbre c'est des milliers de racines, donc des milliers de têtes, tu coupes un endroit, c'est pas un problème, puisque nous on coupe la tête, c'est terminé. Une fougère c'est 450 000 ans, et tu remets le feu et ça renaît de ses cendres. Je n'essaierai pas sur mes enfants. Tu vois, enfin je sais pas, j'en sais rien. Cette incapacité qu'on a à comprendre la richesse du monde qui est autour de nous, sans être que dans le biomimétisme, tu vois, non. Mais comprendre simplement que ce livre ouvert nous enseigne en permanence et qui développe cette tendresse dont tu parles, ou voire plus cet amour même profond par moments, l'amour de vivre, enfin je sais pas comment dire, l'amour d'avoir la chance de vivre ça, d'être en contact avec ce vivant, et cette histoire qu'on est en train de vivre là, d'accélération de la destruction du vivant, c'est assez effarant qu'il n'y ait pas de conscience, tu vois, de ça. Effarant qu'il n'y ait pas de lien, effarant que on soit obligé d'être des militants ou qu'on soit obligé d'être des combattants, tu vois, des mots qui me conviennent pas au regard de ce que ça devrait être. Parce que je pense que la nature est notre maître dans le sens enseignant du terme, d'accord, okay. Tout ce qui est autour de moi concourt à m'enseigner et à me rendre plus sage. Et pour autant, on a l'impression d'être les sauvages guerriers, tu vois,
Alors pas seulement les adolescents, parce qu'on me dit souvent, ah non mais est-ce que l'humanité n'est pas très sage, elle n'est pas très développée encore. Ok, non, d'accord. Il va falloir combien de millions d'années, j'entends, dans le processus, pour qu'on devienne adolescent, et puis qu'ensuite on devienne peut-être adulte, si tant est que les adultes que je vois aujourd'hui sont des adultes. Enfin, d'accord. Donc bon. Mais je reviens juste à ta question, et moi ça me... Voilà, c'est la congruence de mes actes, et je pense qu'on n'a jamais fini, ou je n'ai jamais fini de travailler ça. Tu vois, la conscience qu'on a du travail, ou du travail, c'est peut-être pas l'œuvre, ce qu'on essaie de faire de vrai au sein des carnets d'éveil, sur justement cet éveil de nous-mêmes, et souvent par l'introspection, par la compréhension de soi, mais aussi par ces contacts qu'on a avec la nature, les chevaux, les éléphants et d'autres. Et je sais bien que parfois on pourrait me dire, mais alors tu utilises les éléphants, ou tu utilises les chevaux, ils n'ont rien demandé. Ouais, c'est vrai, ils n'ont rien demandé. Si tant est qu'ils n'aient rien demandé. Parce que je pense que s'ils demandent quelque chose, en tout cas, c'est pas qu'une pensée, c'est ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu échanger, c'est que chacun a besoin de retrouver une place. Et que si on passe son temps à mettre les animaux dans des sanctuaires, et que nous, on s'arroge encore le droit d'être Dieu sur cette planète et d'instituer qui doit être dans un zoo, ou qui doit aller dans un sanctuaire, et qui a droit de toucher ou pas toucher un animal, ou qui a droit d'être en contact, tout ça, c'est pour moi le même système, juste poussé, et avec des vertus qu'on s'attribue, d'être, je sais pas, meilleur pensant, je sais pas comment dire autrement. Pour moi, c'est encore qu'on n'a pas compris qu'on doit réapprendre à cohabiter, voire à vivre ensemble. Tu vois, au début, on va cohabiter parce que c'est comme des colocataires qui n'ont pas vraiment choisi d'être ensemble, quoi, tu vois. Et il va falloir qu'on réapprenne à vivre sans se mettre sur la gueule. Et que si on met ce monde est aussi dysfonctionnement, c'est qu'on a passé son temps à modifier le système, tu vois. Le système du génome de l'ensemble de la planète, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Tu vois, mais est-ce que je suis conscient de tous les endroits où je laisse des traces? Waouh, non. Est-ce que je vais jusqu'au bout tu vois, de ce processus? Par exemple, je pense à un truc en cuir là. Tu vois. Non. Tu vois, et on n'a jamais fini d'aller, et je suis pas donneur de leçons là-dessus, je suis plutôt éveilleur de leçons, je sais pas comment appeler ça, ou vis-à-vis de moi-même déjà, tu vois. J'essaye de m'appliquer à moi-même ce que je pense qui serait juste. Mais comme un enfant, des fois je découvre que, ah mince, je fais pas du tout un truc que je devrais faire, j'ai pas développé la conscience à cet endroit-là, c'est devant mon nez pourtant, tu vois. Et puis il y a des choses sur lesquelles mon éducation m'a porté depuis très longtemps, par exemple la sobriété ou une forme d'économie dans le sens être économe, ok, parce que le monde n'a pas besoin qu'on dépense plus, ou le monde n'a pas besoin qu'on achète plus, le monde n'a pas besoin bref, et que réparer fait partie du processus naturel, se réparer est un processus intéressant. Voilà, je dirais que c'est ça que ça évoque, ton idée, pour moi. Je ne sais pas si ma réponse... Mais merci de ton partage, ta réponse authentique. Oui, c'est ça, ça correspond à qui je suis aujourd'hui. Exactement. Ouais, peut-être différent de ce que je serai demain. Ouais, certainement. Et donc, dans ton évolution, je regarde juste, on en est dans le timing, dans ton évolution, toi, de ton point de vue, tu vois, t'en es où? Parce que tu m'as dit, j'ai pris aussi 2 ans là pour peut-être me régénérer, pour me reposer des questions sur moi, ou peut-être évaluer ma profondeur, j'en sais rien. Il y a des tas de choses. Déjà, ça m'a donné vraiment un temps de profondeur pour aller avancer aussi mes recherches. Par exemple, vraiment voir le lien, continuer d'explorer le lien sur la question du temps. Je ne parle pas du temps chronométrique qu'on est dans la semaine,
Je parle de la nature même évanescente du temps. Personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire. Mais il semble que dans l'évolution, notamment, il y ait une corrélation entre l'évolution et la capacité d'appréhender le temps, et la temporalité, et la texture même du temps. On peut aussi faire une corrélation entre la sagesse et la temporalité. Un être sage sait voir loin dans le temps passé et loin dans le temps futur aussi. C'est-à-dire qu'il comprend très bien le lien entre les micro-actions du moment présent et les conséquences qu'elles peuvent avoir dans le futur, et aussi d'où elles viennent et quelle lecture il a du passé, combien cet être-là peut-il intégrer de ce passé, de toute cette expérience accumulée, et qu'il va pouvoir intégrer pour aussi le futur. Donc il y a vraiment des choses liées à la conscience là-dessus. Et pour processer le temps, il nous faut des langages. Je veux dire, de toute façon, tout langage investit pas simplement l'espace, mais il investit le temps. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire ensemble, qu'allons-nous construire ensemble, qu'allons-nous vivre ensemble, qu'expérimentons-nous, dans quel séquencement. Il n'y a pas que les durées ou les projections, il y a tous les séquencements, il y a les superpositions des événements. Le temps aussi, tu vois, dans nos langues, par exemple, un récit, tu peux le voir comme une succession de signaux forts. Tu as fait ça, tu as vécu ça, il se passe ça, tu as vu ça, tu as entendu ça, etc. L'araignée qui se trouve dans la pièce ici, elle a d'autres filtres de ce qu'elle appelle des signaux forts. Et donc elle vit aussi une toute autre temporalité également. Bon, ceci dit, revenons à nous. On se raconte une histoire. Nous avons des récits qui séquencent des signaux forts. Mais il se passe quoi entre ? Rien. L'univers a cessé de tourner. Si tu rentres chez toi et ton compagnon ou ta compagne te demande de raconter ta journée, tu vas raconter les signaux forts. Et tu peux aussi dire, mais il n'y a rien eu aujourd'hui. Tu vois, il n'y a pas eu de... si, il y a eu plein de choses, mais ça ne constitue pas quelque chose que tu peux construire dans ton narratif, et donc ça ne constitue pas ta temporalité. Donc comment développons-nous un psychisme capable d'aller dans ces interstices où, soi-disant, il ne se passe rien, alors qu'il s'en passe des choses. Voilà. Bien sûr. Tu vois, voilà, donc toutes ces choses-là que ces dernières années m'ont invité à vraiment investir. Et puis aussi, voilà, travailler sur de l'écriture, et puis bien sûr plein de choses sur moi-même. Et puis aussi quelques expériences assez marquantes. Tu vois, ces 2 dernières années, en 11 mois d'intervalle, j'ai failli mourir 2 fois. Vraiment, j'ai échappé de manière totalement miraculeuse à la mort. Alors, non pas que ça m'a fait découvrir que je pouvais mourir, je pense que ça fait assez longtemps que je l'avais découvert, cette affaire-là. Voilà, que je me sens très proche de la mort. Je la connais, je l'ai rencontrée, j'avais déjà failli mourir plein de fois dans ma vie moi-même. J'ai vu des gens mourir, de mort naturelle ou de mort pas naturelle du tout, de façon apaisée ou de façon très violente. Je me sens familier, ça fait partie de ma pratique de l'existence. Il n'y a pas une journée sans laquelle j'ai pensé plein de fois à la mort et à ma finitude, et que ça va peut-être s'arrêter dans la minute prochaine, etc. Donc cette conscience de la finitude, de l'impermanence, donc ça fait partie de moi. Et en même temps, voilà, rencontrer de manière très précise, très concrète, ces moments où ton cerveau te dit, bon ben voilà, là ça s'arrête. Tu as le temps de voir que ça va s'arrêter. Dans les secondes qui viennent, je n'existe plus. Voilà. J'ai jamais voulu suranalyser ce genre de choses. Là, tu as pris le temps. Mais si tu veux, je veux pas suranalyser, dire bon, pourquoi il y a eu ça, et puis on peut trouver tellement du sens à tout. On peut fabriquer du sens, si tu veux. Il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai plutôt laissé le psychisme faire tout seul son travail, pour voir ce qui émergeait, pour laisser voir ce qui émergeait de ça. Et ça fait aussi partie, voilà, de ces dernières années un petit peu off. Mais qui font que, tu vois, le fait qu'on se parle aujourd'hui vient vraiment d'une décision de revenir dans le monde. Tu vois, par exemple, l'été dernier, je me trouvais sur un fauteuil roulant suite à un grave accident de moto. Pas du tout sûr que j'allais pouvoir remarcher normalement un jour, que tout allait
reprendre. Et il y a eu cette décision de dire, ben voilà, maintenant, non seulement je vais me reconstruire, et puis on va essayer de déjouer un petit peu ce que la médecine dit. Ouais, c'est ça. La médecine ne disait pas des trucs forcément très agréables à entendre. Et puis, je vais revenir dans le monde et je vais me réexprimer de nouveau, partager toutes ces années de recherche, de réflexion. Et ce que je fais avec plaisir avec toi. Voilà. Mais on ne l'aurait pas fait il y a un an. Non, c'est ça, peut-être. Ouais. Et donc, sûrement, c'était pour aujourd'hui. Absolument. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'émission et je voulais te remercier du temps que tu as pris, justement, de revenir dans le monde. De partager ça avec nous, ou partager ça avec moi, là, en l'occurrence, parce que je me sens privilégié toujours. Et merci de ce temps aussi de partager ton intimité, partager la profondeur, tu vois, de partager des silences. Merci à toi. Avec grand plaisir. Ouais. Alors on va se retrouver sur la suite bientôt et je prendrai le temps de débriefer cette émission qu'on a eue avec Jean-François aujourd'hui. À très bientôt sur La Traversée. Salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.